Bonsoir, bienvenue depuis Niel-Teyans au podcast de cyclingpro.net, le site de référence du cyclisme. Que de sujets à aborder aujourd'hui dans le vent de Zélande, depuis la victoire de Greipel et son premier maillot vert, au trouage, pardonnez-moi ce néologisme, oui, au trouage donc de l'équipe Quick-Step, qui n'a rien gagné, à la très bonne opération de Froome et Contador et donc par enchaînement, à la mauvaise journée des Nibali, Quintana et Pinot qui ont perdu 1 minute 27. Autour de notre table, outre l'habituel François Thomazeau, journaliste et écrivain, et Julien Prétot de l'agence Reuters, nous recevons Sébastien Piquet, journaliste, grand amateur de gastronomie et de McDo, si c'est possible. Le trilingue Seb est la voix de Radio Tour, il nous est indispensable puisque sans lui, nous ne saurons rien de ce qui se passe en course. Il a été aujourd'hui le témoin privilégié d'une étape folle, celle que Christian Prudhomme appelait de ses voeux. Alors justement, on va commencer par Sébastien. Racontez-nous, comment c'était vu de derrière cette course aujourd'hui ? Dantesque. C'était exactement ce qu'on rêvait d'avoir. Il y a 2-3 jours, on nous avait annoncé qu'il n'y aurait pas beaucoup de vent, que finalement il ne se passerait pas grand-chose. Il s'est passé énormément de choses. Je crois qu'il y a eu pas mal d'événements à l'arrivée. Moi j'étais en voiture, je crois qu'il y a eu pas mal d'orages apparemment. Mais c'était génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Il y a eu des chutes, il y a eu des bordures, il y a eu des attaques, il y a eu effectivement un mini trouage. Je ne suis pas forcément d'accord avec le terme trouage de la part de l'équipe Quick-Step, mais c'est exactement ce qu'on recherchait. Et je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit une étape courte. On va en vivre une autre courte demain, mais moi j'adore ce format d'étape de 160, 150 km où il se passe des choses du début jusqu'à la fin. C'est vrai que pendant 100 km quasiment, puisque Tinkoff a accéléré une première fois très loin de l'arrivée, tu as pris, comme on dit dans le jargon cycliste, pas mal de coureurs sur le pare-brise. Est-ce que tu as pu voir très rapidement les Espagnols, en l'occurrence, et Colombiens, les Valverde, Rodriguez, Quintana, très vite en difficulté ? Oui, effectivement, je les ai vus en difficulté. Moi, ce qui m'a d'abord marqué, et ça va peut-être vous surprendre, c'est l'équipe Sky. On s'est effectivement pris sur le pare-brise. Nico Roche, Luke Rowe, des coureurs comme ça qu'on n'attendait pas distancés. Et je me suis dit, mais Froome va se retrouver très très vite isolé. C'est ce qui m'a d'abord marqué. Ensuite, effectivement, il y a eu les Espagnols, il y a eu la paire Quintana-Valverde qui s'est retrouvée dans un groupe éloigné. Rodriguez qui était vraiment, vraiment pas au mieux. Et puis Nibali qui a vraiment cédé, qui a lâché. Pas sur un incident, pas sur un coup de bordure, pas sur une chute, mais il a cédé, il a lâché, il s'est fait distancer naturellement. C'est vrai qu'on l'a vu, panne de jambes évidente pour lui et même pour Thibaut Pinot qui était un peu esselé et qui effectivement a produit beaucoup d'efforts. Il a eu du mal, à un moment on l'a vu, à se replacer, à reprendre des roues parce que ça pétait physiquement. Est-ce que François, c'était exactement le scénario attendu ? C'est vrai qu'hier on a eu ce débat pour parler du vent ou de pas vent. Est-ce que tu t'attendais à un tel scénario aussi ? Le scénario, grosso modo, c'est celui auquel on s'attendait, oui, puisqu'on a eu, comme l'a dit Seb, on a eu du vent, de la pluie, et puis maintenant on a du soleil. Enfin, c'est le temps changeant. Les Hollandais le disent, quand on a des courses dans ces coins-là, c'est toujours comme ça. Ça change, le temps change sans arrêt, c'est ce qui rend la course excitante. Alors, grosso modo, on a eu le scénario prévu, pas forcément avec les acteurs prévus. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec Seb, dire que les Quick-Step se sont troués depuis 2 jours, alors qu'ils font 2e du contre-la-montre inaugural, 4e, là. Mais ils auraient pu faire 3e, mais avoir le maillot jaune, ils se sont trouvés parce que comme on vendange devant le but, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tout prêts et voilà, ils ratent l'immanquable à cause de l'orgueil démesuré de Mark Cavendish parce qu'il part trop loin et surtout il se relève. Bon, alors il va pas penser, on va pas lui demander d'être à la fois rapide et de faire un calcul intellectuel à la calculette, mais n'empêche que ce que fait aujourd'hui Cavendish, la manière dont il gère son sprint et la manière dont tout ça a été amené, le résultat c'est qu'ils sont perdants sur toute la ligne. Pour le reste, moi Nibali ça m'étonne pas, je l'ai pas donné dans mes favoris depuis le début du tour et je l'ai dit. On l'a pas vu trop à son avantage depuis le début de la saison. Que là d'un coup il n'ait pas de jambes, c'est dans la droite ligne de sa saison. Et pour les Sky, pour finir là-dessus, les Sky, il y avait quand même Stannard et Geraint Thomas qui ont fait le métier. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont sur ce Tour de France pour épauler Froome dans la première semaine. Si je me suis pas permis de parler de trouage, c'est simplement parce qu'ils sont 6 devant, qui ne se sont jamais retournés. Ils ont roulé pendant 80 bornes avec une arrogance folle, sûrs de leur fait, sûrs qu'ils allaient gagner l'étape, sûrs qu'ils allaient prendre le maillot jaune. Et pour finir,
Cavendish, Renshaw se loupe, il lance à 500 mètres. Cavendish se loupe, il lance à 400. Il n'a pas les jambes, tout le monde le dit dans le milieu depuis quelques mois, il n'a pas les jambes pour mener des sprints comme il les menait avant. Et le plus grave le concernant, parce que c'est un sprinter et quelqu'un d'égoïste, il pense même pas à son équipe, il se relève et laisse passer Cancellara qui prend le maillot jaune à Tony Martin. Voilà, c'est pour ça que je parle de trouage et que l'équipe Quick-Step ce soir, à mon avis, il y a eu un petit brainstorming, un petit débriefing qui a dû être un peu sérieux dans le bus. Julien, alors parmi les grands gagnants de la journée, outre Greipel dont on parlera un petit peu tout à l'heure, c'est bien sûr Froome, Contador et Van Garderen qu'il ne faut pas oublier. Est-ce qu'on peut déjà dire que la hiérarchie du Tour est dessinée ? Je ne sais pas si la hiérarchie du Tour est dessinée, mais Froome et Contador devant, bon an, mal an. L'année dernière, ils étaient à terre en début de Tour. Cette année, ils sont devant. Ils reprennent les commandes. C'est assez naturel. On savait que Contador serait devant aujourd'hui. Enfin, il y avait de bonnes chances en tout cas. Froome, c'est pas étonnant. Il y a des Sky qui sont peut-être un petit peu relevés un peu vite, mais ça m'étonne pas des masses non plus. Sur une première semaine qui va être très très dure, c'est pas plus mal que certains mecs passent une journée tranquille à l'arrière. De toute façon, Froome n'avait qu'à rester derrière le cul de Stannard, ça suffisait, et ça a suffi d'ailleurs. Voilà. Après, Van Garderen, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ouais, il est dans l'équipe parfaite pour cette semaine-là. Il est dans l'équipe parfaite. Ils adorent faire ça, ils savent faire que ça. Je suis étonné que Denis ait lâché si vite, quoi. C'est un peu dommage pour lui, mais ouais, Van Garderen, et surtout il est plus solide en montagne aussi, donc je pense qu'il va s'accrocher un bon moment lui. Pour parler de Denis, il ne faut quand même pas oublier qu'il est jeune, qu'il a une vraie décompression, que Melissa était là hier et qu'il a dû fêter dignement le maillot jaune. Tout ça doit rentrer en ligne de compte au moment du bilan de Rowan Dennis aujourd'hui. Ce qui est frappant, il faut quand même le dire, c'est que quand on voit l'équipe Tinkoff, elle est faite de vieux coureurs, des vieux rouleurs. Et avoir dans son équipe, dans l'étape du vent, Tossato, Benatti, même s'il a crevé, et Michael Rogers, c'est évidemment super important. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à Nibali, qui s'est retrouvé seul avec Fuglsang. C'est ce qui manque à Thibaut, mais Thibaut, ils n'ont pas fait facile, il avait comme une équipe pour ça, ils n'étaient pas là. Est-ce que finalement, Contador n'a pas l'équipe qu'il faut aussi pour gagner le Tour en première semaine ? Je pense qu'aujourd'hui, on a sous-estimé les Tinkoff Saxo. On a beaucoup parlé avant et même pendant des Quick Step et de la manière dont ils. Non, mais je parle sur cette étape. Je vois bien évidemment mon ami Julien qui pousse Léo Cri, lui qui est un fan des Saxo et notamment de Contador. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, je me demande si la tactique de la cassure, c'est plus que les Quick Step dont on a déjà parlé. Je pense que c'est les Saxo qui ont mené la danse. Qui ont mené la danse de telle manière qu'à l'arrivée, j'ai vu pour la première fois de ma vie Alberto Contador arriver avec Michael Rogers, parler aux journalistes en anglais et dire, il parle bien d'ailleurs, et dire, guys, this is the man you're looking for, this is the man, you know. Et il parlait de Rogers. Il a dit, c'est lui votre mec, c'est lui qu'il faut interviewer. Moi, j'ai rien fait aujourd'hui. C'est Michael Rogers qui a fait le boulot. Et l'autre était assez modeste, mais il a bien laissé entendre que c'était un acte prémédité, qu'ils l'ont mené vraiment de main de maître, bien évidemment en s'appuyant aussi sur les quick steps. Mais du coup, peut-être aussi que la prise de pouvoir aujourd'hui, entre guillemets, c'est la prise de pouvoir des Saxo. Moi, j'aimerais juste revenir 2 secondes sur l'équipe Sky, parce qu'effectivement, on a parlé de Stannard et Thomas qui étaient là. Je me pose une question, d'ailleurs je vous pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que des coureurs comme Kenyok qui ont sauté très tôt, Luke Rowe qui a sauté très tôt, Wout Poels qui a sauté très tôt, et Richie Porte et Nicolas Roach, est-ce qu'on leur a pas demandé de s'économiser pour les grosses étapes à venir ? Ça, c'est la grande théorie aujourd'hui des équipes adverses. Elles pensent réellement qu'il y a une gestion des hommes différente chez Sky. Quand elle se comportait en rouleau compresseur il y a 2 ans, à mettre tous les mecs à la barre pendant 100 km, 150 km avant le final, aujourd'hui, on en privilégie 2, 3 pour protéger Froome et les autres se relèvent. Poels, c'est un grimpeur. Bon, il est hollandais, il doit connaître le vent, mais c'est un grimpeur. Kenyok, oui, c'est étonnant. Rowe, c'est étonnant. Roche, moi, je l'ai jamais vu très à l'aise dans le vent. Jamais. Il me semble que l'étape de Saint-Amand-Montrond, il y a 2 ans, devant, il y a déjà l'équipe de Contador et lui n'y est pas. Donc, voilà. Mais c'est la question à poser. Je pense qu'effectivement, la gestion des hommes chez Sky est plus intelligente qu'il y a 2 ans. On le leur a assez reproché. Julien. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Brailsford a calculé ça depuis longtemps. Ces mecs-là vont pas rouler en première semaine. Ils vont quasiment pas rouler, enfin le moins possible en tout cas, sauf s'il y a le feu à la baraque évidemment. En revanche, quand ça va commencer à grimper, ils vont être tous devant. Ils vont être tous devant comme d'habitude. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être une meilleure gestion a priori que celle de Tinkoff
où ils vont rouler comme des brutes pendant une semaine, où ils vont être cramés quand la montagne va arriver. Bon, après, Contador, il a besoin de personne en montagne, hein, et Froome n'aura besoin de personne non plus. Bon, après, voilà, si jamais il y a un incident qui met Froome un peu sur le carreau ces jours prochains, il ne faudra pas que les autres soient 5 minutes derrière quand même. Ouais, moi je pense qu'il y a un facteur qu'on oublie dans cette première semaine, que la seule personne qui en ait parlé, enfin à ma connaissance, depuis le début du tour, c'est Marc Madiot. Ça fera plaisir là pour le coup à Gilles qui l'aime bien, mais c'est le contre-la-montre par équipe. Parce que on parle des pavés, on parle du mur de 8, tout ça c'est des belles étapes, des étapes usantes, etc. Mais dans quelle étape, logiquement, tu peux aussi faire de grosses différences en temps? C'est dans le contre-la-montre par équipe. Si tu crames tous tes rouleurs avant le contre-la-montre par équipe qui va figer la hiérarchie avant le reste du tour, tu es un peu mal. Donc je pense que ce contre-la-montre par équipe, il ne faut vraiment pas le négliger. Et pour ça, il faut quand même économiser des cartouches, notamment chez ce type de coureur. Donc si Brailsford économise ses mecs pour le contre-la-montre par équipe, c'est un génie. D'autant qu'il faudra garder un maximum de coureurs dans l'équipe du contre-la-montre par équipe. Parce qu'il va falloir finir à 5 et ce ne sera pas aussi évident que ça. Surtout avec Cadoudal, qui est une côte vraiment difficile. Alors évidemment, les données chiffrées ce soir sont intéressantes. Il n'empêche que Froome, Contador et Van Garderen et Uran, qui avait fait un bon chrono hier, ont 1 minute 28 d'avance ce soir sur leurs principaux adversaires, sans tenir compte des petits écarts hier dans le contre-la-montre. Alors, dans ce Tour de France, malgré tout, on a l'impression, Sébastien, que rien n'est figé et que tout peut arriver un jour. C'est pas parce que ces gars-là étaient devant aujourd'hui qu'ils le seront demain. Souvenez-vous des chutes dans le final de la Flèche Wallonne, au moment de la dernière côte. Il y a eu des chutes dans les 2 dernières descentes avant le mur de Huy. Ce qui veut dire que c'est des routes étroites, difficiles, et que personne n'est à l'abri de ça. Je ne sais pas quelle sera la météo demain, mais en l'occurrence, bon voilà, faut tenir compte de ça. Après, c'est l'étape des pavés. Après, il y a effectivement le contre-la-montre par équipe. Est-ce qu'on peut imaginer que très rapidement, en tout cas Nibali, sans Lars Boom, parce que lui, il faut qu'il arrête les corticaux, il n'était pas là aujourd'hui, donc il faut qu'il arrête, ça ne sert à rien. Mais les Nibali, voire les Thibaut Pinot, sont capables de refaire un peu de leur retard sur Contador ou Froome, ou bien leur équipe est trop faible pour revenir sur ces deux-là? Oui, évidemment qu'ils sont capables de faire leur retard sur Froome parce qu'il peut se passer des choses demain, à la différence près que demain c'est une étape qui sera extrêmement courte, 150 km, donc c'est pas vraiment une flèche wallonne du Tour de France. Elle est plus courte, donc peut-être qu'il y aura, ça aura moins de conséquences. Mais oui, effectivement, il va, et souhaitons-le, se passer des choses tous les jours. Il se passera des choses sur les pavés, il se passera des choses sur les étapes à bordure, sans doute, si le vent est présent. Je me fais pas trop de soucis pour une équipe comme Astana et pour un Nibali qui peut effectivement refaire son retard, notamment après-demain. En revanche, pour un Nairo Quintana, il va vraiment falloir commencer à limiter la casse parce que là, ça commence à chiffrer. Quintana, justement, Julien. C'est vrai qu'il y a 20 secondes hier, 20 secondes sur le meilleur des rouleurs parmi les favoris, c'est-à-dire Thibaut Pinot. 1 minute 28 aujourd'hui. Vraiment pas à l'aise, que je crois qu'il était l'un des premiers à être distancé aujourd'hui. Il ne peut pas compter sur Valverde, qui est encore plus nul que lui dans le vent. Comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Est-ce que dès demain, c'est pas important qu'il donne un signal de sa présence dans un mur qui lui convient? Ouais, bon, il est loin aujourd'hui, c'est pas une surprise. Il a fait un chrono correct. Là aujourd'hui, il est pris derrière plusieurs fois. C'est pas étonnant. Demain, je pense que ça va encore être compliqué pour lui parce qu'il va falloir se placer avant d'arriver au mur de Huy, et il y a quand même de bonnes chances pour qu'il soit derrière. Après, ça va être un peu embouteillé pour monter, donc on verra. Mais je pense qu'il sera peut-être plus à l'aise sur les pavés. Il y a beaucoup de coureurs, directeurs sportifs qui m'ont dit l'avoir vu sur les pavés et que c'était assez impressionnant. Alors je sais pas, peut-être pour lui mettre la pression avant le tour en disant c'est lui le grand favori, je sais pas. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il était impressionnant sur les pavés. On vous avait déjà dit ça de Contador, hein, je me rappelle en 2010 je crois. Il n'avait pas volé non plus, hein, il n'était pas mauvais mais il n'avait pas volé. Donc on verra ça. Par contre demain ce qui peut être intéressant c'est, parce qu'on a regardé le classement de l'étape aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Warren Barguil. Alors lui on verra sur les pavés, je sais pas, mais il était devant aujourd'hui, il est 10e de l'étape, il est remonté devant Nibali, devant Thibaut Pinot, devant Quintana.
Il est censé viser une victoire d'étape sur ce tour. Moi, je verrais bien jouer le général. Si ça peut bien se passer dans les 2 jours qui viennent, pourquoi pas. Alors, puisqu'on parle de Barguil, bon, effectivement, c'était le meilleur Français aujourd'hui. N'oublions surtout pas que c'est son premier Tour de France et que même s'il a réussi très très bien sa première Vuelta il y a 2 ans en prenant 2 étapes, le Tour de France est quand même d'un calibre au-dessus. On parlera du mur de Huy après au moment des pronostics, puisqu'on n'a pas été terrible hier soir en annonçant les vainqueurs, ni vous ni moi. Il faut juste parler des petites choses qui fâchent. Premièrement, l'équipe Europcar. Hein, je m'adresse principalement à François Thomazeau, qui en est vraiment un grand supporter. Ça commence mal. Hier, ils ont été très mauvais dans le chrono. Aujourd'hui, il n'y en a pas un devant. Pierre Roland prend 5 minutes. Ça veut dire que déjà, son objectif top 10 est quasiment terminé, à moins d'une envolée incroyable dans les Alpes. Mais ça paraît difficile. Est-ce que finalement, ce début de tour chez Europcar ne montre pas à quel point cette équipe est appelée à disparaître, puisqu'il n'y a pas de mystère, Jean-René n'a pas trouvé de repreneur et il semble que l'ambiance soit pas extra. Je ne pense pas que l'ambiance soit pourrie au sein d'Europcar, bien au contraire, parce que malgré tout, les gens qui y sont, je pense à Thomas Voeckler, à Brian Cocard qui a toujours le sourire, et à Jean-René qui arrive quand même à maintenir une ambiance avec Andy Flickinger aussi, qui est quand même une bonne ambiance. Dire que c'est une équipe qui est sur le point de mourir. Alors ce qui est vrai, en revanche, c'est que c'est une équipe qui fonctionne beaucoup sur l'affectif, que peut-être Jean-René, à force de se battre tous les 2 ans pour trouver un sponsor, est un peu usé, en a peut-être un peu assez, préférait se concentrer un petit peu sur le vélo et sur la course plutôt que sur la recherche de sponsors. Il est clair que Thomas Voeckler arrive aussi plus ou moins à la fin de son parcours, que Pierre Roland, moi je suis désolé, mais j'ai jamais pensé que c'était un coureur de grand tour, enfin en tout cas un candidat potentiel à la victoire dans un grand tour. Là, malheureusement, une fois de plus, il n'est pas là. Je pense que la seule chance d'Europcar, mais c'est d'ores et déjà, on y est, ça va être de gagner des étapes. Donc Pierre Roland sur une étape de montagne, pourquoi pas. Brian Cocard, j'espère, parce qu'il en a le talent, la classe, c'est vraiment un bijou, ce petit coureur. J'espère qu'il va en gagner une, mais je pense pour eux, on en est déjà là. Victoire d'étape, point barre. On va déjà devoir conclure, mais on ne peut pas le faire sans parler de Greipel. C'est chiffre 7, Greipel. Déjà 7 victoires d'étape, une tous les ans depuis 2011. 3 en 2012, c'est vrai. Donc, en plus, c'est bien parce que c'est vraiment un brave mec. Voilà. C'est un très chic type, humble. C'est un très bon coureur. Et le maillot vert qu'il portera demain pour la première fois, c'est juste la très belle récompense des efforts qu'il fait sur un vélo. On va parler de Cancellara aussi parce que c'est une histoire. Il prend le maillot jaune pour la 29e journée demain. Il le prend au lendemain de sa plus terrible déception peut-être depuis 10 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sébastien ? Oui, c'est formidable de voir Cancellara en jaune. Ce qui est assez curieux, c'est que j'ai eu l'occasion de l'interviewer après sa prise du maillot jaune il y a quelques heures de cela, et je lui ai posé la question de savoir s'il pensait à ce maillot jaune, et il m'a répondu non, pas du tout, ce matin j'avais pas du tout le maillot jaune en tête. Je pense qu'il bluffait. Quand on voit se battre pour la 3e place, pour avoir ce petit bonus de 2 secondes, on sent bien qu'il était là pour le maillot jaune, et c'est très bien de le voir porter ce maillot jaune. Alors, est-ce qu'il va le garder pendant plusieurs étapes? Wait and see. Alors, au moment de conclure, on va forcément se livrer au jeu des pronostics pour demain, en excusant d'ores et déjà Julien Prétot qui est fort demandé, vous ne pouvez pas savoir, il enchaîne les émissions radio ce soir. Je pense que demain on peut attendre le sursaut de ceux qui ont morflé aujourd'hui, les punchers, donc les Valverde, les Quintana, les Purito Rodriguez. Je pense que Bardet déjà est dans ce concept-là. Je pense que Thibaut, qui marche fort, devra également soigner son placement. J'ai tout dit. Alors demain, qui gagne ? François Thomazeau. Moi, j'ai envie de faire un pronostic à la con, mais il y a quand même un coureur qui est sur le podium aujourd'hui dont personne ne parle. Je trouvais qu'il avait de bonnes jambes aujourd'hui, moi, Peter Sagan. Tu vois, et les Saxons ont bien marché. Depuis le début de la saison, même un peu plus, on dit il est cuit un peu à la Cavendish. Je pense que Cavendish est probablement cuit. On est tous contents parce qu'on préfère Greipel et Kittel qui sont plus sympas. Mais je crois que Sagan revient. Et on va le voir ces jours-ci, je pense. Je vous annonce que François Thomazeau a d'ores et déjà perdu son pronostic pour demain. Sébastien. Alors, qui ne va pas gagner demain ? J'aurais bien mis une pièce sur un certain Michał Kwiatkowski il y a quelques jours de cela. Il ne gagnera pas demain parce qu'il a fourni des efforts extraordinaires aujourd'hui. Il a été extraordinaire aujourd'hui. N'en déplaise à Gilles, grand fan de l'équipe Ethics Quick-Step apparemment. Il ne gagnera pas demain, c'est bien dommage. J'aurais bien mis une petite pièce également sur Tony Galopin,
il a été lui aussi extraordinaire aujourd'hui dans son travail pour Greipel. Donc demain, victoire de Daniel Martin. Ça, alors, c'est extraordinaire. Eh ben, moi, je vais vous dire demain qui va gagner. Voilà. Il n'y a pas de doute. C'est Nairo Quintana. Voilà. Bien, je vous remercie infiniment pour ce podcast numéro 2 de cyclingpro.net. Je tiens juste à préciser à nos amis lecteurs qu'ils pourront retrouver dès maintenant un programme très dense sur le site, puisqu'on aborde vraiment tous les sujets qui vous ont intéressé au cours d'une étape dense et comme on aime en vivre de temps en temps. Cette émission a été réalisée par Monsieur Olivier Leroc. Je vous remercie infiniment et à demain.